Ok, alors on va reprendre. On va passer au châtiment, le huitième besoin de l'âme. Alors, très important là aussi le châtiment, notez bien, c'est ce terme-là qui est utilisé, pas le terme punition, pas le terme pénal, pas non plus la vengeance, bon, ça, ok, mais c'est bien le terme châtiment qui est utilisé. Alors, par rapport au châtiment, il est de deux espèces, disciplinaire et pénal. Celui de la première espèce offre une sécurité contre les défaillances, à l'égard desquelles la lutte serait trop épuisante s'il n'y avait un appui extérieur. Mais le châtiment le plus indispensable à l'âme est celui du crime. Par le crime, un homme se met lui-même hors du réseau d'obligations éternelles qui lie chaque être humain à tous les autres. Autrement dit, celui qui commet un crime sort de l'ordre. Au-delà même d'être hors la loi, il est hors de l'ordre. Car l'ordre, on l'a vu, c'est le réseau d'obligations éternelles. C'est ce qui permet la réalisation des obligations. Et ainsi, je vais me permettre un peu de représenter ça schématiquement, parce que ça, vraiment, la notion de châtiment, je pense que c'est un point sur lequel il s'agit de s'attarder pour que ce soit bien compris. Ok, nous avons un individu, donc réseau de connexion. Un individu commet un crime. Il se retrouve donc sorti du réseau de connexion. Le châtiment, c'est ce qui permet de réintégrer le criminel au sein du réseau d'obligations, au sein en fait de la société, hein, tout simplement. Il faut utiliser des termes plus modernes. Encore que non, pas plus modernes, mais on va dire plus communs. Il ne peut y être réintégré que par le châtiment pleinement, s'il y a consentement de sa part, sinon imparfaitement. Ok, donc attention, ça c'est un point très important. Le châtiment, c'est la réintégration, c'est ce qui permet la réintégration après crime. Et il est consenti. Mais surtout, peut-être le point le plus important, la satisfaction de ce besoin exige d'abord que tout ce qui touche au droit pénal... Non, pardon. Voilà, c'est pas ce point-là. Il faut que le châtiment soit un honneur, que non seulement il efface la honte du crime, mais qu'il soit regardé comme une éducation supplémentaire, qui oblige à un plus grand degré de dévouement au bien public. Il faut que la dureté des peines réponde au caractère des obligations violées et non aux intérêts de la sécurité sociale. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce que nous dit au-dessus Veil. Le besoin de ce châtiment n'est pas satisfait là où, comme c'est généralement le cas, le code pénal est seulement un procédé de contrainte par la terreur. Autrement dit, dans l'état actuel des choses, la punition est vue comme une source de peur, de crainte. On est terrifié. En fait, le code pénal apparaît comme quelque chose qui terrifie les individus pour éviter qu'ils ne sortent de la loi, pour éviter qu'ils ne sortent de l'ordre. Ce que dit Veil, c'est que le châtiment ne doit pas être une source de crainte, mais doit être une source d'honneur, qu'elle doit réintégrer par le fait que l'individu, après avoir subi son châtiment, n'en sorte pas honteux, mais au contraire honoré. Que le châtiment soit vécu comme une éducation supplémentaire, comme un exploit supplémentaire. Et
C'est un exemple que ne donne pas Veil, mais que je vais me permettre de donner. Héraclès, Hercule, réalise ses 12 travaux. Les 12 travaux d'Héraclès. Les 12 travaux d'Héraclès, vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas en fait, sont réalisés par Hercule après avoir commis un crime terrible qui est le meurtre de sa femme. Pris, et d'ailleurs je crois qu'il tue aussi ses enfants dans cet acte-là, pris d'un accès de folie. Et après cela, il réalise 12 travaux en punition, en châtiment pour ce qu'il a fait. Et en réalisant cela, Hercule ne paye pas juste pour ses crimes. Il en ressort au contraire honoré. Il en ressort héroïque, voire même à un point où on oublie carrément que c'est une punition. En fait, ce qui compte dans les 12 travaux d'Héraclès, c'est le fait qu'il les ait réalisés, pas la raison pour laquelle il l'a fait. Et ça, je pense que c'est très important. Je pense que c'est un excellent exemple de ce qu'entend Simone Weil quand elle parle de châtiment. Il faut voir Héraclès et ses 12 travaux non pas comme des travaux, comme des exploits, mais comme des châtiments. Le châtiment doit être inversement perçu comme cet exploit, ce travail, qui doit être évidemment réalisé dans le cadre pour répondre au caractère des obligations violées. Donc, dans le cadre où le voleur restitue, par exemple, l'objet volé. Bon. Voilà, ça c'est un point qui, je pense, est assez important pour vraiment le distinguer, en fait, de la punition telle qu'elle est vécue. À cela s'ajoute autre chose, c'est la notion d'échelle des peines. Ici, que nous dit Weil? Actuellement, l'échelle des peines, qui prévoit une punition bien plus cruelle pour 10 menus vols que pour un viol ou pour certains meurtres, et même qui prévoit des punitions pour le simple voleur, tout cela empêche qu'il existe parmi nous quoi que ce soit qui mérite le nom de châtiment. Et à cela, il répond, pour les fautes comme pour les crimes, le degré d'impunité doit augmenter, non pas quand on monte, mais quand on descend l'échelle sociale. Autrement, les souffrances infligées sont ressenties comme des contraintes ou même des abus de pouvoir et ne constituent pas des châtiments. Ainsi, le châtiment perçu comme réintégration après le crime, consenti, comme éducation supplémentaire, doit aussi être graduel par rapport aux capacités, à la position sociale de l'individu puni. Plus l'individu est responsable plus la peine doit être lourde. Et inversement aussi. Voilà, alors évidemment, hein, dans l'ensemble, beaucoup de propos de bon sens là-dessus, sur cette notion de graduation des peines. Et à cela, elle ajoute quelque chose aussi de plus difficile à toucher, mais qui me paraît être aussi très important à noter. Il n'y a châtiment que si la souffrance s'accompagne à quelques moments, fût-ce après coup, dans le souvenir d'un sentiment de justice. Comme le musicien éveille le sentiment du beau par les sons, de même le système pénal doit savoir éveiller le sentiment de la justice chez le criminel par la douleur, ou même le cas échéant, par la mort. Comme on dit de l'apprenti qui s'est blessé, que le métier lui entre dans le corps, de même le châtiment est une méthode pour faire entrer la justice dans l'âme du criminel par la souffrance de la chair. Donc là, on est vraiment dans cette idée que le châtiment, qui peut tout à fait être en fait la peine de mort, qui peut tout à fait être quelque chose d'extrêmement violent, mais qui doit avoir comme fonction première, comme but premier, d'insuffler le sentiment de justice au sein du criminel. Et c'est là quelque chose de très important chez Weil, c'est que là, tous ces besoins, c'est pas des besoins de la société. C'est pas des besoins de la société, il faut bien le comprendre. C'est des besoins de l'individu. Ici, Weil s'exprime avant tout du point de vue de l'individu que doit remplir la société par rapport à lui. Les besoins que l'individu
les besoins de l'individu, dont la société doit répondre. Le châtiment n'est pas tant fait par rapport au bien-être de la société, non, il est fait pour le bien-être de l'individu. Pas le bien-être dans le sens physique, hein, on entend, mais son bien-être supérieur, son bien-être moral, spirituel, c'est les besoins de son âme. Et ça, c'est un point très important. Évidemment, il se doit d'être consenti pour qu'il soit parfait. Bon, ok, je me suis beaucoup attardé sur la notion de châtiment, mais c'est, je pense, une notion très importante qui va quand même beaucoup à l'encontre des notions qu'on pourra avoir dans le sens de la punition. Dans l'idée qu'on est dans deux postures, quelque part, soit il faut punir de plus en plus, soit en fait il faut retirer totalement la punition. Mais ici, Veil propose quelque chose de plus fort, c'est le châtiment, dans l'idée du travail herculéen. Et ça, c'est quelque chose qui, bon, extrêmement difficile à exécuter et à mettre en place, mais une manière totale de redéfinir en fait son rapport à la punition. Ne serait-ce que dans l'éducation de l'enfant. Bon, mais je vais fermer cette parenthèse. Ensuite vient la liberté d'opinion. Alors, on va y trouver plusieurs choses au sein de la liberté d'opinion. Déjà, elle met ensemble la liberté d'opinion et celle d'association. Sauf que pour Veil, comme j'ai pu vous le dire auparavant, on est avant tout du point de vue de l'individu. Ainsi, l'association n'étant en fait un collectif, elle ne l'inclut pas. Elle ne considère même pas en fait ça comme un besoin. La liberté d'expression est un besoin absolu pour l'intelligence. Hein. Par suite, c'est un besoin de l'âme, car quand l'intelligence est mal à l'aise, l'âme entière est malade. La nature et les limites de la satisfaction correspondant à son besoin sont inscrites dans la structure même des différentes facultés de l'âme. Car une chose peut être limitée et illimitée. Ok, alors ça, on va laisser ça de côté. Mais du coup, c'est un besoin de l'intelligence ici. Donc déjà, on note le fait que c'est éloigné très légèrement, mais tout de même, de l'idée de l'âme. Au sujet de l'intelligence, qu'est-ce que nous dit Veil? Elle nous dit que l'intelligence peut s'exercer de trois manières. Travailler sur des problèmes techniques, fournir de la lumière lorsque s'accomplit la délibération de la volonté, dans le choix d'une orientation, et enfin, elle joue seule, dans une spéculation purement théorique, doit être provisoirement écarté tout souci d'action. Ok? C'est dans la troisième fonction qu'elle doit disposer d'une liberté souveraine, totale. Et de facto, elle nous parle ensuite, et c'est là où on va arriver à la liberté d'opinion, il en est de même dans une société saine. C'est pourquoi il serait désirable de constituer dans le domaine de la publication une réserve de liberté absolue, mais de manière qu'il soit entendu que les ouvrages qui s'y trouvent publiés n'engagent à aucun degré les auteurs et ne contiennent aucun conseil pour les lecteurs. Donc là, on est vraiment dans cette idée que la liberté d'opinion s'applique à l'intelligence qui est dans une pure spéculation théorique. Donc qui n'est pas en fait dans un conseil d'ordre de l'action, dans l'ordre du choix, qui est du coup la deuxième manière de se servir de l'intelligence. À cela, du coup, elle ajoute: là pourraient se trouver étalés dans toute leur force tous les arguments en faveur des causes mauvaises. Il est bon et salutaire qu'ils soient étalés. N'importe qui pourrait y faire l'éloge de ce qu'il réprouve le plus. Il se donnerait de notoriété publique que de tels ouvrages auraient pour objet non pas de définir la position des auteurs en face des problèmes de la vie, mais de contribuer par des recherches préliminaires à l'énumération complète et correcte des données relatives à chaque problème. La loi empêcherait que leur publication implique pour l'auteur aucun risque d'aucune espèce. Donc là, on est vraiment dans cette idée de liberté totale de l'expression, mais avec l'idée que cela ne répond à aucun conseil. Que cela ne soit pas en fait de l'ordre du manuel, cela ne soit pas de l'ordre du guide, mais de la pure spéculation.
Et évidemment, on pourrait poser la question, comment est-ce qu'on fait pour distinguer quand on est dans de l'ordre de la pure spéculation et quand on est dans l'ordre du conseil? À cela, Weil nous dit, la distinction des deux domaines est impossible à formuler sur le papier en langage juridique, mais cela n'empêche pas qu'elle soit parfaitement claire. La séparation de ces domaines est facile à établir en fait, si seulement la volonté d'y parvenir est assez forte. Il est clair par exemple que la presse quotidienne et hebdomadaire tout entière se trouve dans le second domaine, donc celui du guide, de la manipulation, etc. Les revues également, car elles constituent tout un foyer de rayonnement pour une certaine manière de penser. Seule celle qui renoncerait à cette fonction pourrait prétendre à la liberté totale. De même pour la littérature, ce serait une solution pour le débat qui s'est élevé récemment au sujet de la morale et de la littérature et qui a été obscurci par le fait que tous les gens de talent, par solidarité professionnelle, se trouvaient d'un côté et seulement des imbéciles et des lâches de l'autre. Et donc là ensuite, elle nous dit que dans la période actuelle, donc là on est dans le commentaire de sa période, mais que les écrivains ont une manière inadmissible de jouer sur les deux tableaux, autrement dit dans celui de la spéculation totale et du conseil. Ok, bon. Ici, on ne va pas s'attarder plus loin que cela. Une liberté totale pour la spéculation, mais une grande restriction pour tout ce qui est de l'ordre du guide ou du conseil. À cela s'ajoute une attaque sur les collectifs, où elle nous dit ici, il n'y a pas d'exercice collectif de l'intelligence. Par suite, nul groupement ne peut légitimement prétendre à la liberté d'expression parce que nul groupement n'en a le moins du monde besoin. Donc là, on est vraiment dans cette idée que la liberté de l'opinion, c'est un besoin de l'intelligence, c'est un besoin individuel. Et non pas collectif. Pourquoi? Quel est le souci avec les collectifs? Bien au contraire, la protection de la liberté de penser exige qu'il soit interdit par la loi à un groupement d'exprimer une opinion. Car lorsqu'un groupe se met à avoir des opinions, il tend inévitablement à les imposer à ses membres. Autrement dit, le collectif d'opinion est en fait un danger pour la liberté de penser. Et d'ailleurs, on retrouve justement dans cette idée-là, dans la volonté chez Weil d'interdire les partis politiques, qui est une de ses positions bien connues et phares. Ok. Et donc, on va s'arrêter là sur la liberté d'opinion. Donc, le fait que ce soit un besoin d'intelligence, qui ne s'accorde qu'aux individus et non pas aux collectifs, et que même les collectifs sont perçus comme étant une menace à la liberté de penser, étant donné que, en tant que groupe d'opinion, elle impose, elle finit, in fine, par imposer ses opinions à ses membres. Elle y ajoute le fait que, un petit passage que je trouve intéressant, l'autorisation des groupements d'idées pourrait être soumise à deux conditions. L'une, que l'excommunication n'y existe pas. Et je trouve que aujourd'hui, le fait qu'on autorise des groupements d'idées à condition qu'il ne puisse y avoir d'exclusion de ses membres sur justement leurs opinions, c'est quelque chose qui est encore assez actuel. Ok, ensuite vient la sécurité. Alors la sécurité. Ok, là aussi, besoin essentiel de l'âme. La sécurité signifie que l'âme n'est pas sous le poids de la peur ou de la terreur, excepté par l'effet d'un concours de... Ok, bon, d'accord. Ou dans un cadre rare et accidentel. La peur ou la terreur, comme état d'âme durable, sont des poisons presque mortels. Que la cause en soit la possibilité du chômage, la répression policière ou la présence d'un conquérant étranger, ou l'attente d'une invasion probable, ou tout autre malheur qui semble surpasser les forces humaines.
La peur est perçue comme une demi-paralysie de l'âme. Ok, donc la sécurité est perçue ici comme l'absence de terreur, à part condition exceptionnelle. Et la condition exceptionnelle, c'est évidemment celui qui vient juste en dessous, les situations de risque. Là aussi, le risque est un besoin essentiel de l'âme. L'absence de risque suscite une espèce d'ennui qui paralyse autrement que la peur, mais presque autant. Donc là, d'ailleurs, oui, ok. Le risque est un danger qui provoque une réaction réfléchie, c'est-à-dire qui ne dépasse pas les ressources de l'âme au point de l'écraser sous la peur. Dans certains cas, il enferme une part de jeu. Dans d'autres cas, quand une obligation précise pousse l'homme à y faire face, il constitue le plus haut stimulant possible. Donc ici, le risque, est perçu comme le besoin de combattre l'ennui. Et c'est une situation où la peur est restreinte. Ok, ensuite viennent la propriété privée, la propriété collective, la vérité, et nous aurons fini cette partie-là. Alors, la propriété privée est un besoin vital de l'âme aussi, à nouveau. Ici, qu'est-ce qui nous est dit? L'âme est isolée, perdue, si elle n'est pas dans un entourage d'objets qui soit pour elle comme un prolongement des membres du corps. Tout homme est invinciblement porté à s'approprier par la pensée tout ce dont il a fait longuement, tout ce dont il a fait longtemps et continuellement usage pour le travail, le plaisir ou les nécessités de la vie. Là, on est en fait, pour ceux qui seraient familiers, sur une propriété privée qui est de l'ordre de la propriété d'usage. D'appropriation. Ainsi, l'objet dont je me sers quotidiennement, de manière régulière, m'appartient. Il m'appartient car il est un objet que j'utilise et qui appartient en fait à mon espace, voire même est une extension de mon corps, de ma physicalité. Ainsi, un jardinier, au bout d'un certain temps, sent que le jardin est à lui. Mais là où le sentiment d'appropriation ne coïncide pas avec la propriété juridique, l'homme est continuellement menacé d'arrachements très douloureux. Voilà. Et donc cette idée que le locataire, qui vit pourtant depuis 10 ans dans son appartement, est en souffrance, car il est bien propriétaire de l'espace dont il vit, du point de vue de la pensée, mais d'un point de vue juridique, il ne l'est pas. Et évidemment, c'est le cas pour du coup la location, pour le lieu de vie, mais c'est évidemment le cas aussi pour le lieu de travail. Le lieu de travail, la terre, le jardin, tout cela doit appartenir au travailleur, à celui qui investit son temps, sa vie dans le lieu dans lequel il réalise les efforts nécessaires à son job. Ok. Ensuite vient propriété privée d'usage, d'appropriation. Là-dessus, j'aurais rien d'autre à noter. Donc, on peut passer à la propriété collective. Ici, la participation au bien collectif. Participation consistant non pas en jouissance matérielle, mais en sentiment de propriété. Donc là, à nouveau, on voit bien qu'ici, la propriété, c'est de l'ordre d'un sentiment, d'une pensée. On n'est pas sur quelque chose qui vraiment... Et c'est là où c'est important, c'est là où on voit bien que c'est pas une déclaration des droits. C'est pas du tout quelque chose de juridique, en fait, ce texte-là. Mais on est sur le ressenti individuel. On est avant tout concentré là-dessus. Est un besoin non moins important. Il s'agit d'un état d'esprit, plutôt que d'une disposition juridique. Bon, je vois que Simone et moi, nous sommes sur le même état d'esprit. Là où il y a véritablement une vie civique, chacun se sent personnellement propriétaire des monuments publics, des jardins, de la magnificence déployée dans les cérémonies, et le luxe que presque tous les êtres humains désirent est ainsi accordé même aux plus pauvres. Voilà. Donc ainsi, le lieu de vie
qui appartient au public, le jardin, le monument, etc., qui appartient en fait à la collectivité, est aussi la propriété de l'individu, par un sentiment, pas tant par une instance juridique, par un fait juridique, par la loi, mais par réellement la possibilité en fait de s'y approprier, de s'y inclure. Donc là, on est dans le sentiment de propriété. Donc il y a cette idée que si je suis français, je sens que les monuments de la France m'appartiennent. Et si c'est pas le cas, c'est que ce besoin qu'est la propriété collective n'est pas rempli. Et elle nous donne un exemple que je trouve très intéressant. Une grande usine moderne constitue un gaspillage en ce qui concerne le besoin de propriété. Ni les ouvriers, ni le directeur, qui est au gage d'un conseil d'administration, ni les membres du conseil qui ne la voient jamais, ni les actionnaires qui en ignorent l'existence, ne peuvent trouver en elle la moindre satisfaction à ce besoin. Ainsi, l'usine n'appartient à personne. Elle est une collectivité qui n'appartient à personne. Il n'y a pas de besoin rempli ici. C'est un pur gâchis. Quand les modalités d'échange et d'acquisition entraînent le gaspillage des nourritures matérielles et morales, elles sont à transformer. Bon. À cela s'ajoute un point important, Carveil le note bien, il n'y a aucune liaison de nature entre la propriété et l'argent. La liaison établie aujourd'hui est seulement le fait d'un système qui a concentré sur l'argent la force de tous les mobiles possibles. Ce système étant malsain, il faut opérer la dissociation inverse. Le vrai critérium pour la propriété est qu'elle est légitime pour autant qu'elle est réelle. Ou plus exactement, les lois concernant la propriété sont d'autant meilleures qu'elles tirent mieux parti des possibilités enfermées dans les biens de ce monde pour la satisfaction du besoin de propriété commun à tous les hommes. Alors je le note ici, en bas de page, propriété par l'usage. Ainsi, qui est réellement propriétaire de l'usine? Ce sont bien sûr les ouvriers qui y travaillent, qui s'y investissent. Et ce, même si c'est du coup une propriété collective. Parce qu'évidemment, tous les ouvriers n'ont pas... Aucun ouvrier n'a l'ascendant sur l'autre sur cette propriété-là. C'est une propriété collective. Et d'ailleurs, elle nous dit bien ensuite, juste après, cela ne signifie pas qu'il faille la transférer à l'État, mais plutôt essayer d'en faire une propriété véritable. Donc là, ici, attention, on n'est pas dans une idée de collectivisation. Hein, c'est pas la collectivisation, la propriété collective. Il ne s'agit pas d'en faire une propriété étatique, mais d'en faire réellement la propriété de ceux qui y vivent. Donc on est plutôt dans l'autogestion, finalement. Ok. Ensuite, dernier point. Avant-dernier besoin, avant que nous puissions parler de l'enracinement. Il s'agit de parler de la vérité. Le besoin de vérité est plus sacré qu'aucun autre. On a peur de lire quand on s'est une fois rendu compte de la quantité et de l'énormité des faussetés matérielles étalées sans honte, même dans les livres des auteurs les plus réputés. On lit alors comme on boirait l'eau d'un puits douteux. Il y a des hommes qui travaillent 8 heures par jour et font le grand effort de lire le soir pour s'instruire. Ils ne peuvent pas se livrer à des vérifications dans les grandes bibliothèques. Ils croient le livre sur parole. On n'a pas le droit de leur donner à manger du faux. Donc ce besoin de vérité-là, c'est le besoin en fait, c'est l'obligation de donner la vérité. Surtout, de la donner en tant que professeur, en tant qu'auteur, en tant que savant, qu'on se doit de donner le vrai, on se doit donc de vérifier, d'être sûr et certain, et d'être ensuite apte à subir les conséquences. Car ce qui est bien dit, c'est que tout le monde sait que lorsque le journalisme se confond avec l'organisation du mensonge, il constitue un crime. Mais on croit que c'est un crime impunissable. Qu'est-ce qui peut bien empêcher de punir une activité une fois qu'elle a été reconnue comme criminelle? D'où peut bien venir cette étrange conception de crime non punissable? C'est une des plus monstrueuses déformations de l'esprit juridique. Ne serait-il pas temps de proclamer que tout crime discernable est punissable et qu'on est résolu, si on en a l'occasion, à punir tous les crimes? Voilà. Donc ici, il y a vraiment cette idée que la malversation de l'information se doit d'être punie.
Et que donc, à celui qui dit un mensonge, il doit y avoir châtiment. Voilà, ensuite, elle donne un exemple. On va pas forcément s'y attarder. Elle nous parle évidemment de la mise en place d'un tribunal pour juger ces cas-là, ces cadres-là. Là aussi, on ne va pas s'y attarder. Cependant, on notera le dernier point. Il n'y a aucune possibilité de satisfaire chez un peuple le besoin de vérité si on ne peut trouver à cet effet des hommes qui aiment la vérité. Bon, voilà. Et là, on arrive au 15e besoin, l'enracinement. Ok, bon, il nous a fallu du temps pour arriver jusqu'à cette partie-là. Pour arriver à ce 15e membre, ce 15e besoin de l'âme. Il est fort probable que je revienne sur ces différents points, mais dans une version peut-être plus condensée, plus rapide, plus succincte. Mais en l'état, on a déjà fait en fait une grosse partie de ce travail de présentation, même si l'enracinement est une partie très importante. Il y a certains points en fait au sein de ce texte, comme j'ai dit, qui est de l'ordre du commentaire historique, et je compte laisser ça en fait en partie de côté, étant donné que pour le coup, il y a bien des éléments que je juge peu actuels. Évidemment, par rapport à cela, je vous invite à lire le livre si vous souhaitez en avoir une compréhension totale et complète. Voilà. Donc, on se retrouve pour le 15e élément, le 15e besoin. Et notifiez bien quand même, enregistrez bien les besoins qui ont été énumérés, car au sein de l'enracinement, les besoins précédents ne vont pas tant réapparaître que les éléments qui travaillent déjà veillent. Par exemple, le travail, les contraintes consenties, l'égalité de respect, ce genre de choses, le rapport au châtiment, etc. Tout cela risque de revenir, d'être replacé. Évidemment, la notion de collectivité, car c'est dans la collectivité que nous pouvons nous enraciner. Mais on y reviendra dans la partie dédiée à cela. Voilà.